Le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir qui nous permet d'initier un nouveau rendez-vous avec les équipes de SPAC. Et Michel Rumi, que je vous présente, qui est économiste associé de SPAC, avec moi en plateau. Michel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup. Oui, nouveau rendez-vous. Donc chaque dernier vendredi du mois, on va se retrouver à 17h45, Michel, pour décrypter un concept économique majeur. C'est comme ça que je le dis. On va parler de l'inflation avec vous dans un instant. C'est le thème qui nous est apparu comme une évidence pour commencer ce rendez-vous. SPAC est une plateforme de recherche économique ou de démocratisation de la recherche économique. C'est comme ça qu'il faut le dire. Il faut le dire un peu, parce qu'en fait, on s'aperçoit, et je suis relativement bien placé dans la mesure où je m'aperçois que beaucoup de personnes parlent d'économie ou sans savoir bien comprendre les tenants et les aboutissants, la définition. Donc, il faut revenir à avoir une grille de lecture, en fait. Ouais. Et c'est ça l'idée, c'est de participer à ce grand mouvement qui vise à faire de l'éducation économique, financière, de la pédagogie. Ça revient dans beaucoup de débats. Voilà. À commencer quand on parle de l'inflation. Voilà, ouais. C'est un sujet qui demande sans doute beaucoup de pédagogie et d'éducation de ce point de vue-là. Justement, commençons assez simplement. Est-ce qu'il y a une définition simple, académique, consensuelle de l'inflation, Michel? Oui, alors tout à fait. L'INSEE qui mesure ce phénomène décrit l'inflation comme une augmentation durable et générale des prix. Deux adjectifs importants. Ça veut dire que tout simplement durable, il faut que ça soit continu dans le temps, sinon c'est qu'une hausse. Et général, ça veut dire que ça touche l'ensemble des biens de la consommation. Et donc ça, c'est important parce que s'il y a une hausse des prix, tout simplement, ça ne marche pas. Donc il faut que ça soit durable, c'est-à-dire pendant plusieurs mois. Et voilà. Il faut comprendre, oui, c'est ça. Il y a un côté d'un phénomène auto-entretenu, c'est ça. Tout à fait. Effectivement. Tout à fait. Et c'est comme, on va dire, un placement en croissance. C'est l'inflation en croissance. Ouais. Qu'est-ce qui génère? Alors non, mais c'est très intéressant. Déjà, hausse des prix ne veut pas dire forcément inflation. Non, il faut que ça soit, il y a une dimension temporelle, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui génère, quels sont les facteurs, les causes, les origines d'un phénomène inflationniste tel que vous l'avez décrit, Michel? Alors, on va dire traditionnellement, on part sur plusieurs idées, mais les plus grands aspects sont la première des choses, c'est lorsque la demande, on va dire dans quelque sorte la consommation, lorsque la demande est trop forte par rapport aux entreprises, à l'offre des entreprises, eh bien, les entreprises doivent faire face à des goulets d'étranglement. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les prix montent. Tout ce qui est rare et cher, c'est comme ça. Et donc, les prix augmentent. Ça, c'est la première, on va dire, phase que l'on peut retrouver. Deuxième chose également, c'est lorsqu'il y a trop de monnaie en circulation. Ça veut dire qu'il y a eu des émissions de monnaie, notamment pour la Banque centrale. On verra dans un autre périple, un autre voyage, cet aspect-là. Et en fait, du coup, la valeur de la monnaie se déprécie parce que justement tout ce qui est rare est cher, mais tout ce qui est en abondance est peu cher. Et donc d'un seul coup, le prix des biens s'envole. Et puis la troisième, c'est aussi l'augmentation des coûts de production. Ça passe par les coûts, les salaires, ça passe par les matières premières, ça passe par les frais de transport, comme aux difficultés d'approvisionnement, les consommations intermédiaires et tout. Et c'est un peu en quelque sorte ce que nous trouvons aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui. On voit bien le parallèle avec la situation actuelle. Tout à fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui principalement explique cette hausse des prix, d'ailleurs, qui aujourd'hui, sur un an, on est à 2,6% en France. Ça, c'est une situation qu'on n'a pas vue depuis 3 ans avant, c'est énorme. Et en Europe, on est à 3,2. On s'aperçoit qu'en fait, on est dans cette situation. Et du coup, eh bien, ça a un impact. Il y a beaucoup de difficultés par ailleurs, parce que ces prix, ça coince, notamment sur le pouvoir d'achat, sur d'autres aspects et tout. Et dans l'inflation actuelle, c'est intéressant là, de prendre le cas concret, 2,6 d'inflation en France. Il y a un peu tous les facteurs que vous avez décrits, donc goulets d'étranglement, pénurie, ça, on parle de ça toute la journée sur tous les médias. Des facteurs énergétiques, je crois qu'il y a quand même 1,5 dans les 2,6 d'inflation qui sont liés à la hausse des prix des produits énergétiques, donc jusqu'à l'essence, etc., distribuée. Est-ce qu'il y a un peu de création monétaire aussi qui peut expliquer, ou est-ce que c'est essentiellement... Non, c'est essentiellement parce qu'en fait, il y a eu une vive reprise. En fait, on ne s'attendait pas à avoir une reprise aussi rapide. Et donc, d'un seul coup, les Français, notamment, ont beaucoup consommé, ce qui est très bien, et ce qui explique un peu les performances de croissance. Mais du coup, on s'est retrouvé face à ce que
la reprise mondiale se fasse, et avec des entreprises qui étaient, on va dire, en rythme ralenti. Et donc, d'un seul coup, on peut pas... Ce déséquilibre offre-demande explique essentiellement l'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Et là, on voit que sur un an, par exemple, le prix de l'énergie en France a augmenté de 20%. Donc, c'est énorme. Et donc, du coup, ça impacte énormément d'autres paramètres. Quel type... Alors, je sors de la situation actuelle pour me replacer sur le plan théorique, mais quels sont historiques, quelles sont les conséquences, les différents types de conséquences d'ailleurs qu'on peut imaginer peut-être de ces phénomènes inflationnistes? Alors, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inflation, c'est pas un phénomène gagnant-gagnant. Donc, il y a des gagnants, des perdants. Donc, généralement, on considère qu'une inflation faible, c'est pas si mal que ça. Ce qui est difficile, c'est lorsqu'elle est brutale, et ça peut poser des dysfonctionnements dans l'économie. De manière générale, on a toujours un peu d'inflation avec de la croissance. Et l'idée, il faut qu'elle soit maîtrisée. L'idée d'avoir une trop violente poussée inflationniste et qui perdure risque de déstabiliser pas mal de choses, puisque notamment, par exemple, ça peut empêcher les ménages de consommer et puis les entreprises d'investir, et donc finalement, in fine, la croissance économique. Donc ça peut, après il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, mais la perte de confiance dans l'avenir, du chômage, et qui fait que tout ça, ça s'amalgame, et pour après avoir au final une situation qui est un peu catastrophique parfois. Oui, c'est ça. Enfin, on peut faire un parallèle avec une forme de température de l'économie. Voilà, ni trop chaud, ni trop froid. Alors on cherche toujours le bon dosage, le bon réglage. Le fine-tuning. Voilà. Qui sont historiquement, structurellement, qui sont les gagnants de l'inflation, d'une inflation, on va dire, modérée, qui sont les perdants d'un... Alors, comme je disais tout à l'heure, c'était pas gagnant-gagnant. Généralement, les perdants sont ceux qui ont des revenus fixes. Ça veut dire des salariés, des détenteurs d'obligations qui touchent des coupons, les retraités. Donc, de manière générale, tous ceux qui sont impactés et dont on voit l'évolution de leurs revenus qui n'évoluent pas, en fait. Et puis, les gagnants sont en fait les emprunteurs, parce qu'ils remboursent dans une monnaie qui est un peu dévalorisée. Et donc, en termes de pouvoir d'achat réel, ils remboursent moins que ce qu'ils ont emprunté. Et donc, c'est ça qui fait cette idée-là. Donc après, c'est lorsque nous n'avons pas une inflation anticipée. Donc, c'est ça qu'il faut bien voir. Ouais. Revenons aussi à la manière dont on mesure l'inflation. Alors, vous avez cité l'INSEE tout à l'heure, effectivement, Institut national de la statistique, référence absolue dans le monde de la statistique. Il faut le rappeler à chaque fois. Je peux vous dire qu'elle est très performante. C'est un institut très performant. Bien sûr. Non, mais on peut se vanter. Se glorifier d'avoir une école statistique aussi importante et aussi puissante en France. Comment est-ce qu'on mesure là concrètement l'inflation, et on la mesure mois après mois, cette inflation? Tout à fait. Je dirais que c'est un mélange de travail de titan et de fourmi. En fait, dans la mesure où il y a à peu près 160 000 mesures qui sont prises par des enquêteurs de l'INSEE, et donc on croise aussi bien, donc il y a un panier de biens, à peu près 300 biens qu'on mesure, d'une part de façon géographique, c'est-à-dire dans toutes les régions de France, également aussi par type de commerce, magasins populaires, grand commerce de détail, supermarché, hypermarché. Donc c'est déjà ça. Et puis, nouveauté depuis 2020, eh bien, on a eu près de la moitié des prix qui sont relevés sur Internet. Et donc, c'est-à-dire notamment, donc il y a eu par Internet, et puis surtout des tickets de caisse. Et donc, du coup, on a une meilleure appréhension de cette inflation, et on voit en fait, ce qui est très important, c'est que l'Institut s'adapte au mode de consommation et donc modifie aussi ses méthodes. C'est évolutif. C'est évolutif. Ah ouais. Mais la tendance est bien sûr de s'occuper de l'évolution des prix, mais elle ne reste pas braquée sur ces méthodes. Elle s'adapte, il s'adapte, à la méthode de consommation, et c'est ça qui est très important. Est-ce que c'est une mesure juste? Parce qu'il y a toujours un problème de perception sur l'inflation, et c'est vrai que quand on est, je sais pas, sur des achats fréquents, réguliers, et qu'on voit les prix de ces achats monter, on a l'impression qu'effectivement tout est en train d'augmenter très fortement, et on voit pas forcément les prix qui baissent sur des achats qui sont peut-être des achats beaucoup plus ponctuels.
actuelle. Donc la perception de l'inflation est quand même un élément très intéressant. C'est un débat qui est ressorti, qui ressort régulièrement. En fait, le pouvoir d'achat et notamment les revenus sont... le pouvoir d'achat, on va dire, est repéré par la notion de revenu disponible brut. C'est en gros, rapidement, les revenus d'activité plus les allocations qu'on peut toucher, moins les impôts. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des dépenses préengagées. Qui paye son smartphone, du moins l'abonnement de son smartphone, le transport, l'assurance, l'électricité. L'économie de l'abonnement. Exactement. C'est très intéressant. Exactement. Ça. Et aujourd'hui, ces dépenses préengagées représentent à peu près 30% des dépenses des revenus des ménages. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, quand on voit l'énergie et l'alimentaire, qui ne sont pas des dépenses préengagées, eh bien d'un seul coup, on a moins de liberté de consommer. Et c'est ce ressenti qui fait que mon pouvoir d'achat diminue. En fait, c'est une autre façon de consommer. Bien sûr, il y a une hausse du pouvoir d'achat, mais on a moins de liberté. Et donc, ça génère certaines frustrations de dire, maintenant, finalement, je n'ai pas, augmentation du pouvoir d'achat, d'autant plus que ces achats sont fréquents. Ouais. C'est ça qui pose problème. Et ça devient donc un sujet politique. Sujet politique, c'est ça. Et oui. Sujet politique, c'est pour cela qu'il faut alimenter, donner des coups de pouce ici ou là, et surtout pour éviter certaines manifestations un peu violentes. On sait plus ce que c'est l'inflation, Michel. Ma génération n'a jamais vécu avec une économie inflationniste. Si, je sais que l'histoire nous dit qu'on avait des taux à 10 ans à 10% et plus, c'est ça, exactement. À la fin des années 70, début des années 80. Exactement. Mais moi, j'étais né. Je dirais juste avant l'élection de M. Mitterrand, donc ça remonte à Mathusalem, on va dire, il y a 40 ans. L'inflation, je crois, de tête était de l'ordre de 11,9%. Ouais. Les obligations d'État étaient à 18%. Ouais. Vous imaginez aujourd'hui si on fait une obligation d'État à 18%? Non, on n'imagine pas, non. Voilà. Et il vaut mieux pas. Voilà. Il vaut mieux pas. Non, mais la question, c'est est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est bien, là? Tout le monde est en train de s'arracher les cheveux, de se battre. Vous dites, on fait des indemnités anti-inflation, alors que ça fait 10 ans qu'on se bat contre la désinflation et contre la déflation. Est-ce que c'est bien d'avoir un peu d'inflation? Alors peut-être qu'on en a trop aujourd'hui, j'en sais rien, l'avenir nous le dira, mais... L'idée est que il en faut un peu. Il ne faut jamais d'excès partout, de toute façon. Donc ça fait un peu modéré, bien que parfois il faut être un peu plus osé. Mais en la matière d'inflation, il faut avoir une inflation contenue. Aujourd'hui, les banques centrales considère qu'elle est transitoire, donc de manière générale, parce qu'il y a des tensions. Il faut que les goulets d'étranglement disparaissent. Et donc, on pense que c'est au premier semestre, voire le premier trimestre, voire premier semestre. Et ça peut aller. Mais cette transition risque de durer un peu plus longtemps, à mon sens, et qu'on devrait vivre avec une inflation un peu soutenue, tout au moins toute l'année 2022. Et peut-être elle disparaîtra en 2023. D'accord. Ma question, c'est pour finir... Est-ce que c'est le début d'un changement de régime d'inflation? L'inflation, il y en a toujours. Changement de régime, je pense que tout va dépendre de la reprise de l'économie mondiale, et notamment de ce qui se passe en Chine. Il y a eu des ralentissements actuellement en Chine. Donc l'idée, c'est de savoir si c'est toujours ces phénomènes, c'est transitoire, ou ça va continuer. On est encore en phase d'observation de ces Tout à fait, phénomènes. parce que on est en phase de rémission. On n'est pas encore totalement vigoureux après. Avec des effets de base qui brouillent tout. Je rappelle qu'on se compare, à cette époque de l'année, on se compare encore sur une période 1 an en arrière, qui était une période d'avant les vaccins. Donc, n'oublions pas quand même que les chiffres d'avant les vaccins, d'avant novembre 2020, sont évidemment très différents aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel. Merci d'avoir été là pour ce premier rendez-vous. Donc, ce rendez-vous de décryptage économique. On va se retrouver chaque dernier vendredi, moi je le disais, à 17h45 dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse avec les équipes de SPAC et donc Michel Rumi, économiste associé de SPAC, qui était avec nous ce soir. Très bon week-end. On se retrouve non pas lundi, nous serons en pause lundi pour le 1er novembre, mais retour évidemment de Smart Bourse en direct dès mardi à 12h30 sur Bismart.